Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Comment venir en aide aux sans-abri par période de grand froid? Peut-on leur interdire, par exemple, de dormir en rue? Faut-il vraiment les menacer de passer la nuit au commissariat pour les pousser à accepter un hébergement d'urgence? Et avons-nous assez de place à proposer à ceux qui en ont besoin? Ce sont les questions qui se posent à nouveau depuis quelques jours en région bruxelloise et qui se poseront encore dans les jours à venir puisque les températures vont rester en dessous de zéro pendant la nuit. Au-delà de la période de grand froid, quelle est la bonne politique à suivre? Peut-on venir à bout du sans-abrisme en région bruxelloise? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre à ces questions, nous accueillons deux invités. Arnaud Van Praat, vous êtes le président du CPS de la commune d'Etterbeek, membre du mouvement réformateur. Bonjour. Et Jean Peters, vous êtes le président du Front des SDF et sans domicile. Front commun des sans domicile. Front commun des sans domicile fixe. Merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. On va commencer par une annonce qui a fait donc beaucoup parler d'elle la semaine dernière. C'est la décision de la commune d'Etterbeek d'interdire de dormir en rue par des températures qui sont de l'ordre de moins 5 degrés, ordonnance donc prise par le bourgmestre. Ce n'est pas la première fois que cette politique est appliquée dans la commune. On va écouter les explications de Vincent De Wolf, comment ça marche concrètement. On sait où se trouvent les personnes qui sont en rue sur Etterbeek, c'est 30 personnes au maximum d'habitude. On connaît les lieux, on va les voir, on leur explique que c'est très dangereux pour eux. On a un contact avec l'hôpital Etterbeek XL, on les fait examiner par un médecin. Si le médecin confirme qu'il y a un danger pour leur vie, ce qui pour le moment est assez évident, et alors, ils seront au besoin conduits de manière forcée vers le chauffoir, mais jamais on a dû le faire parce que depuis 2018, et parce que vous l'avez appliqué tous les ans depuis 2018, vous n'avez jamais dû le faire. Jamais, parce que jusqu'à présent, chaque fois, les personnes qui sont connues par les services comprennent et acceptent. Ouais. Est-ce que ça marcherait, la méthode coercitive, Vincent De Wolf? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut forcer quelqu'un à aller dormir quelque part? Écoutez, ce que je veux pas, c'est dormir au chaud et me réveiller le lendemain matin et apprendre que quelqu'un est mort en rue sur Etterbeek. Je peux pas imaginer ça. Et donc, évidemment que s'il fallait le forcer, je ne peux pas non plus obliger ceux qui sont dans le chauffoir, qui ne sont pas policiers, qui ne sont pas formés pour les conflits. Et donc, dans ce cas-là, au pire, la personne devrait être en cellule durant la nuit. Et vous êtes prêt à aller jusque-là? Oui, tout à fait. Jean Peters, président du Front commun des SDF, c'est une bonne idée de mettre des gens éventuellement en cellule au commissariat pour leur éviter de mourir de froid? Nous autres, dès le début de l'annonce, aussi bien à Bruxelles qu'à Namur et à Liège, nous avons bondi. Parce que la communication qui avait été faite dans les médias s'était arrêtée. Donc ça veut dire que quelqu'un qui dort dans la rue, il est considéré comme étant un criminel qu'on arrête. Et nous, c'est surtout ça qui nous avait fait bondir. Et donc, ici, par exemple, pour Namur, nous avons eu une longue conversation avec le bourgmestre, le bourgmestre de Namur. Oui. Et on a eu vraiment des explications, plus ou moins comme M. De Wolf vient de donner maintenant. Ça veut dire que c'est beaucoup plus prévenir, essayer de montrer aux gens que c'est dangereux, et ensuite amener dans des lieux d'accueil pour passer la nuit. Ouais. Au-delà de la communication, est-ce que ça vous semble une bonne idée de dire on doit tout faire pour empêcher quelqu'un de dormir dehors quand il fait moins 5 degrés? L'ordonnance de Vincent De Wolf, elle est valable pour 2 mois jusqu'à fin février et ça vise explicitement les nuits froides en disant on doit passer par un médecin aussi avant d'éventuellement de prendre la mesure obligatoire de rester au chaud. Jusque maintenant, je ne connais qu'une seule personne qui a été amenée d'office au cachot. Mais ça, il y a très longtemps, c'était à Bruxelles. Et en fait, là-bas, ils ont laissé la porte ouverte. Donc, mais alors, pour répondre à votre question, ici, je ne veux pas attaquer M. De Wolf, mais il dit qu'il ne veut pas se réveiller le lendemain avec quelqu'un qui est décédé. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, ça serait pour se protéger lui-même. Ce n'est pas pour protéger la personne. Oui, mais nous sommes d'accord sur la mesure. Alors, encore une question. Qu'est-ce qui fait que c'est parfois si difficile d'accepter pour une personne sans abri d'être hébergée dans un endroit où elle n'a pas forcément envie d'aller? Est-ce que c'est difficile d'accepter de dire toi tu dois dormir là parce que c'est pour ton bien? Vous avez déjà logé dans un abri de nuit?
il y a certains abris de nuit où c'est compliqué, hein, c'est dangereux. Hein. Deuxièmement, il y a des personnes qui peuvent avoir un ordre de capture. Et donc, il ne s'agit pas qu'ils se mettent dans les mains de la police. Ou bien d'autres, comme des étrangers qui ont reçu l'ordre de quitter le territoire. Ben pour eux, c'est dangereux de se faire arrêter. Alors, je me tourne vers Arno Van Praat, président du CPS de la commune d'Etterbeek. Il y a un chauffoir qui existe à Etterbeek. On a entendu les explications du bourgmestre. On va quand même préciser, depuis 2018, il n'y a jamais eu de personne qui a refusé d'être hébergée. Ça veut dire que si on trouve les personnes, qu'on leur explique, qu'on leur propose des solutions, ils les acceptent. Oui, je pense que la mesure ici que le bourgmestre d'Etterbeek prend, Vincent de Wolf, c'est avant tout une mesure de protection des personnes par grand froid. Mais elle s'inscrit dans une politique communale, la commune, le CPS, qui perdure toute l'année, et donc ce n'est pas du tout la seule mesure. Il y a un dispositif pendant tout l'hiver qui permet d'accueillir des personnes sans abri. C'est un dispositif à taille humaine, et je rejoins la préoccupation sur les grands centres d'hébergement qui peuvent parfois être dissuasifs. Et donc, c'est vrai que le bourgmestre prend la responsabilité dans certains cas de dire, voilà, moi, ma responsabilité, c'est protéger la vie des personnes, la sécurité des personnes. Et donc, quand on est confronté à la réalité du terrain, moi, je comprends tout à fait la décision du bourgmestre, parce qu'on sait que dans le public sans-abri, on va avoir, outre le problème qu'ils vivent à la rue, des problèmes accrus de santé mentale, de dépendance. Et parfois, mais voilà, il faut prendre la main et se montrer un peu plus convaincant pour mettre les personnes à l'abri durant l'hiver. Ouais, est-ce qu'il y a eu déjà des gens qu'on amène au chauffoir, par exemple, et qui décident d'en ressortir volontairement quand il fait -5 dehors? Est-ce que ce n'est pas d'abord un problème de place? Et de place peut-être de qualité, hein, comme on le souligne ici. Alors, il y a un problème de place à Bruxelles, hein, donc les réseaux actuels sont à saturation. Le SAMU social a encore communiqué qu'ils étaient en full capacité au niveau de leur centre d'hébergement. On essaye à Etterbeek de développer des dispositifs à taille humaine pour essayer de convaincre les personnes de rester. On travaille sur l'accueil, sur l'accompagnement. Et donc, non, les personnes qui sont amenées au chauffoir, souvent, y restent volontairement. Ouais. Est-ce que cette mesure qui est peut-être possible à Etterbeek, parce que ce n'est pas la plus grosse commune de Bruxelles, ce n'est pas non plus la commune où il y a le plus de sans-abri, elle serait par contre impossible à appliquer ailleurs? Est-ce qu'on peut imaginer une interdiction de dormir dehors à Bruxelles, à Molenbeek, dans des grosses communes de cette taille-là, Jean Peters, ou ça vous semble irréaliste? Moi, je n'ai aucune idée, mais que la police puisse donner un coup de main aux travailleurs de rue, hein, parce que c'est ça, normalement, ça serait le travail les travailleurs de rue, mais ils sont débordés aussi. Et donc que la police donne un coup de main pour inviter les gens et même les aider à trouver les lieux, hein, où ils peuvent passer la nuit, ça c'est une très bonne chose. Ouais, donc c'est plutôt une bonne chose. Arno Van Praat, est-ce qu'il reste des places, par exemple, dans vos dispositifs d'urgence à Etterbeek, ou est-ce que vous aussi vous êtes à saturation? Alors on a un dispositif principal qui ouvre en décembre, qui ferme en mars, et lui il est complet, donc il accueille une quinzaine de personnes. Et alors on a un chauffoir bis qui ouvre pendant la période de grand froid que nous connaissons maintenant, qui peut admettre 20 personnes à peu près. Mais ça, c'est un accueil de jour. Ça, c'est un accueil de jour. Donc, c'est pas un accueil de nuit. Hein. Non, c'est un accueil de jour et de nuit. Et donc, on a une vingtaine de lits de nuit également, vu qu'on protège les personnes la nuit. Et donc, on a encore de la disponibilité à Etterbeek. Alors, l'aide aux sans-abri, habituellement, évidemment, ce n'est pas la police qui s'en charge, ce sont plutôt des associations ou des institutions spécialisées dans cette question. On va suivre une maraude organisée par les travailleurs du SAMU social. C'est Jean-Christophe Pezès et Frédéric Dehainaut qui les ont suivis. C'était la semaine dernière. On va se rendre à la gare de l'Ouest. On a reçu un signalement pour un monsieur qui serait couché dans le carrefour. C'est une après-midi de maraude pour Connor et Lisa, à la rencontre de sans-abri contraints de rester dehors. En cette période, les citoyens sont nombreux à appeler le SAMU social pour signaler des situations de détresse. Il y a plus de signalements de particuliers qui, étant donné les températures négatives, donc, qui sont inquiets pour les personnes qui dorment en rue. Donc déjà de ce côté-là, on a beaucoup plus de signalements. Et oui, les personnes vont plus appeler pour des couvertures, quoi, pour essayer de passer la nuit le plus au chaud possible. Plus personne à la gare de l'Ouest, direction rue Froissart, près de la plage Jourdan. Là, il y a des gens qui dorment là, souvent. Là encore, l'endroit n'est plus occupé pour l'instant. Mais l'équipement laissé sur place montre qu'une personne dort à cet endroit. Il n'est pas là. Donc on lui laisse quand même ce qu'il a demandé et on verra plus tard. On demandera à la nuit de repasser.
Ça arrive souvent. À l'entrée de la station de métro Louise, par contre, plusieurs SDF sont installés. Certains sont bien connus de l'équipe du SAMU. On les connaît en fait de l'année dernière. Et on avait réussi, ils avaient un chien, il était avec sa femme, et on avait réussi à les orienter en centre. Mais cet homme, qui a trouvé refuge là avec sa fille, refuse pour l'instant d'être hébergé en centre. Est-ce que tu veux un café et chocolat chaud? Et pas question de le contraindre, même si cela pose parfois de sérieux dilemmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se dit, bon, la priorité, créer du lien, que cette personne ait confiance en nous. Parce que, bon, voilà, des fois on arrive, évidemment qu'elle ne va pas s'ouvrir à nous si facilement. Donc, on essaye d'y aller, mollo, et on crée du lien, et ça porte souvent ses fruits. Quotidiennement, on se pose des questions. Ouais. Quand la personne est atteinte de souffrance psychologique ou psychiatrique, elle a du mal à... Elle n'est plus en contrôle d'elle-même et tout ça, dans des délires, c'est difficile pour elle de vraiment savoir en fait. Et donc nous, on pense mieux savoir, mais en fait, on n'est pas là pour ça et dans tous les cas, on ne peut pas le faire. Donc, ouais, j'aimerais bien parfois, mais c'est peut-être mieux comme ça. Sébastien, lui, ne demande que ça, mais il ne trouve pas de place. Avant-hier, on m'a piqué toutes mes affaires, toutes mes couvertures. Donc on s'est retrouvé avec des cartons, des panneaux publicitaires qu'on a dû mettre par terre sur le sol et dormir comme ça, quoi. Vraiment, le seul espoir que j'ai, que je trouve un bon Samaritain qui savent m'aider financièrement pour aller payer l'auberge. Sinon, c'est dormir ici. Car c'est une réalité. Tous les jours en cette période, le SAMU doit refuser du monde. Les 1164 places d'urgence qu'il met à disposition sont toutes occupées. Alors, réaction à ce reportage, Jean Peters. D'abord sur la relation entre les travailleurs sociaux et ceux qui font les maraudes et les sans-abri. C'est important qu'il y ait une relation de qualité, qu'on se fasse confiance, qu'on se connaisse. Absolument. Ouais. Oui, absolument. Heureusement qu'ils sont là. Il y a infirmiers de rue, il y a... Lilo ne maraude pas beaucoup, mais... Housing First, oui. Non, ce sont toutes des associations de rue qui sont très importantes. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un accepte ou n'accepte pas de rejoindre un centre? Il faut beaucoup de persuasion, il faut garantir l'environnement. Est-ce que c'est le problème de parfois avoir un animal? Il y a le problème des animaux. Je dois dire, je ne sais pas maintenant comment ça fonctionne au SAMU social, mais je sais que dans le temps, on a dû vraiment se battre pour que des personnes puissent être acceptées avec leur animal de compagnie. Parce que pour eux, se séparer, c'est comme se séparer de sa femme, c'est pire même. Ouais. On est dans un plan hiver où là, il y a 150 places d'urgence qui ont été rajoutées, il y a 5000 places à l'année. Et pourtant, on a le sentiment que le phénomène des sans-abrisme ne diminue pas réellement à Bruxelles. On a un vrai problème de capacité ou c'est un cycle sans fin? Ça, c'est le tout gros problème qui a été travaillé l'année passée avec Bruxelles et avec le Master Plan. On a fait 3 jours entiers avec toutes les associations de Bruxelles, voir, juger, agir. Comment se fait-il comment les gens sont à la rue, perdent leur domicile? Deuxièmement, pourquoi perdent-ils leur domicile? Et le 3e jour, c'était que faudrait-il mettre en place pour pouvoir empêcher que les gens ne perdent leur domicile. Et là, il y a tout un travail à faire, c'est la prévention du sans-abrisme. Ouais, on y reviendra dans la troisième partie peut-être de ce débat. Arnaud Van Praat, on dit souvent notre système d'accueil à Bruxelles, il est à saturation, notamment parce qu'on a l'afflux des demandeurs d'asile qui ne sont pas dans le réseau fait d'asile et qui finalement occupent une partie des places qui sont prévues pour notre public, le public des sans-abri. Vous confirmez cette analyse ou pas? Oui, on le ressent d'ailleurs au niveau local. Donc il y a vraiment un impact certain de la politique de l'asile et du fait que l'État fédéral n'arrive pas aujourd'hui à héberger l'ensemble des personnes qui devraient être hébergées dans le cadre de leur demande d'asile. Et donc ça impacte nécessairement le secteur du sans-abrisme à Bruxelles et les centres d'hébergement qui ont pour mission principale d'héberger les sans-abri. Et donc on le ressent à la fois au niveau des CPS qu'au niveau de l'ensemble des associations qui occupent le terrain aujourd'hui. Oui, la relation de confiance qui fait qu'on arrive à persuader quelqu'un peut-être de faire des démarches ou d'aller à un endroit où il n'a pas forcément envie d'aller au départ ou de pouvoir entrer dans un parcours d'aide sociale, c'est quelque chose qu'on arrive facilement à tisser ou pas? Ça prend du temps.
Et donc on a des travailleurs sociaux qui sont spécialisés, qui ne s'occupent que du public sans-abri. On a des éducateurs spécialisés. Donc il faut souvent plusieurs semaines, plusieurs mois pour arriver à tisser cette relation de confiance et entamer un travail social de qualité. Mais c'est possible? Vous avez des exemples de succès? J'ai des dizaines d'exemples de succès. Hein. Donc il y a un réel travail positif qui s'effectue de ce point de vue-là, qui va de la régularisation administrative des personnes et le plus tôt possible par l'octroi d'un logement définitif, durable, qu'on essaye de mettre en place pour sortir les personnes définitivement de la rue. Alors, il y a une grande attention évidemment du monde politique et des médias, il faut le reconnaître, pendant l'hiver et les périodes de grand froid, mais le problème du sans-abri, il se pose évidemment toute l'année, et le premier problème là-dedans, c'est évidemment le logement. On va écouter Ariane Derix, c'est la directrice de l'ILO, association qui accompagne les sans-abri, qui est notamment présente sur le parvis de Saint-Gilles. On écoute donc Ariane Derix sur cette question-là. On parle de 7000 personnes à peu près sans abri, mais qui sont installées un peu partout dans les structures d'hébergement à Bruxelles. Parmi elles, environ 700 à 800 qui sont en rue. Et on ouvre 150 places durant la période de grand froid. Donc on voit bien que ce n'est pas suffisant pour pouvoir accueillir tout le monde et qu'il y a des personnes qui vont rester sur le carreau. C'est difficile de vivre en rue en période de grand froid, mais ça l'est tout autant en période de canicule, en période de grosse pluie, où tous les vêtements sont mouillés, les vêtements ne sèchent pas, le corps s'affaiblit. C'est extrêmement difficile pour les personnes tout au long de l'année. Voilà, la canicule, ce sont des situations qu'on va vivre d'année en année. Le dérèglement climatique, en fait, intensifie la difficulté de vivre en rue à toute période de l'année. On a besoin d'avoir des logements. Aujourd'hui, on ne parvient plus à orienter les personnes vers des logements, même quand elles sont prêtes à rentrer en logement. On a des plans Housing First qui sont beaucoup plus soutenus par le passé par les politiques. C'est une très bonne chose. Le gros problème, c'est la crise du logement. Il n'y a plus de logements disponibles à des tarifs qui sont acceptables et accessibles pour les publics qu'on accompagne. Alors Arnaud Van Praat, deux questions dans ce que dit Ariane Derix. Est-ce qu'on ne se trompe pas de combat en se focalisant uniquement sur le grand froid et sur l'hiver? Et deuxième question, on parle de crise du sans-abrisme, on ferait mieux de parler d'une crise du logement en région bruxelloise, c'est de là dont tout découle? J'ai pas l'impression qu'on se focalise uniquement sur le sans-abrisme en période hivernale, peut-être du point de vue un peu médiatique, mais sur l'action de terrain, ce n'est pas le cas. C'est un travail qui s'effectue toute l'année à l'échelle locale. Alors oui, bien évidemment, la principale question qui se pose pour la personne sans-abri, c'est de lui proposer un logement dans lequel il pourra s'installer, se réapproprier et se réinsérer progressivement dans une vie active. Et donc on a beaucoup parlé des stratégies Housing First, c'est quelque chose qu'on... On rappelle, Housing First, c'est de dire on trouve un hébergement et puis de là tous les problèmes pourraient être progressivement solutionnés. C'est le premier pas vers une réintégration sociale. La première chose qu'on fait, c'est proposer un logement et puis on poursuivra l'accompagnement social et on évite des logements d'urgence, des logements de transit qui donnent toujours l'incertitude aux sans-abri qu'un jour il peut retourner à la rue. Et ça fonctionne très bien. Les exemples internationaux montrent qu'on arrive vraiment à sortir 80% des personnes de la rue par ces stratégies-là. Et donc, on le met en œuvre toute l'année dans la plupart des CPS et en région bruxelloise. Mais c'est une politique qui manque de moyens financiers d'une part et c'est une politique qui manque de logement. Ça, je suis d'accord avec le constat qui est posé. Et donc, il faut arriver à mobiliser une plus grande capacité, un plus grand nombre de logements pour essayer de résorber. Et essentiellement des logements sociaux ou des logements à prix relativement modique. Oui. Ce qu'on ne trouve pas sur le marché locatif privé souvent. Hein. Alors, c'est difficile de le faire. Alors, on peut toujours intervenir financièrement en partie, mais voilà, les prix des loyers à Etterbeek, par exemple, ne permettent pas vraiment de mener une politique efficace. Et donc, il faut mobiliser le logement social et le logement à finalité sociale dans ce cadre-là. Ouais. Jean-Peter, vous êtes d'accord? Le Housing First, c'est ce qui marche. À partir du moment où on propose à la personne un logement, on va réussir après à bâtir un parcours de réinsertion avec un retour vers la vie professionnelle, une lutte contre les assuétudes. Et finalement, c'est comme ça qu'on gagne la partie. C'est possible? Les premières années de Housing First, on était 100% d'accord avec eux. Et effectivement, nous avons des exemples positifs. Le seul point d'achoppement, c'est que les conditions pour pouvoir être suivis par Housing First, c'est d'être un accro, soit à l'alcool, soit à la drogue. Mais si c'est vous ou moi qui me trouve dans la rue, eh bien, Housing First ne peut pas s'occuper de moi.
Ils sont principalement faits pour allez, je suis méchant à dire, nettoyer la rue. C'est pour les publics en difficulté. Vous confirmez ça, Arnaud Van Praat? Non, pas réellement. Donc c'est vrai qu'on va essayer de cibler un public qui a un long vécu en rue, d'une part, et puis alors on essaye de s'attaquer, parce qu'on a un encadrement pluridisciplinaire. On a des personnes qui sont spécialisées dans les dépendances. On a des psychologues qui sont spécialisés dans les problèmes de santé mentale. Et donc on essaye, par Housing First, de s'attaquer à des profils plus compliqué, qui nécessite un encadrement vraiment adapté. Et c'est le but d'Housing First, mais ce n'est pas le seul programme qui permet de sortir les personnes de la rue. Alors Jean-Peter, une autre question. Le Front commun des SDF, il s'est souvent attaqué au problème de l'adresse de référence. Est-ce que vous avez obtenu gain de cause? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours avoir, quand on est dans la rue, une adresse de référence, c'est-à-dire une adresse administrative dans laquelle je vais pouvoir recevoir du courrier, qui va être le premier pas vers les aides que je vais pouvoir recevoir? Il a fallu une dizaine d'années pour que la circulaire soit sortie. Donc, que quelqu'un qui se trouve dans la rue ou bien qui est hébergé provisoirement chez un ami, mais qui n'est domicilié nulle part, eh bien, il peut être domicilié au CPAS. Ça a été un combat qui finalement est arrivé dans les années 98-99. Mais par après, il a fallu au moins 6 ans de parcourir toute la Belgique en Flandre et en Wallonie pour que les CPAS appliquent. Parce que beaucoup ne voulaient pas appliquer. Aujourd'hui, ce problème-là, il est réglé? Disons que on vient de recevoir maintenant un appel d'une personne de Liège à qui l'assistante sociale vient de lui dire « Ah non, monsieur, adresse de référence, c'est fini, ça ne se fait plus. Puisque vous habitez provisoirement chez un ami, eh bien, vous serez dorénavant domicilié. » On vient d'avoir la nouvelle maintenant. Ouais, et donc ça veut dire que au cas par cas, on est considéré comme cohabitant. Ça change beaucoup de choses d'un point de vue social, évidemment. Oui, mais ce qui veut dire qu'il y a certains CPAS qui sont spécialisés pour refuser l'adresse de référence. Et parmi les CPAS, il y a certains assistants sociaux qui connaissent bien les lois, qui les appliquent bien et d'autres pas. On pratique l'adresse de référence au CPS d'Etterbeek? Oui, évidemment. Donc on a 300 personnes aujourd'hui qui ont une adresse de référence au CPS d'Etterbeek. Ouais. L'avenir, c'est quoi? C'est de créer des logements sociaux et de créer des logements à prix de prévenir. Qui sont accessibles? Prévenir? De prévenir. Avec le master plan de l'année passée, par exemple, le nombre de bureaux qui pourraient, surtout après la crise Covid, le nombre de bureaux qui sont vides et qui pourraient être transformés en logements sociaux. Et deuxièmement, je ne sais pas si à Etterbeek vous le faites, mais que dès qu'il y a un propriétaire qui attaque son locataire en justice, eh bien que dès ce moment-là, le CPAS puisse intervenir pour voir qu'est-ce qui se passe. Et essayer d'éviter les expulsions. C'est ça qu'il faut. Merci beaucoup, Jean Peters. Merci d'avoir été sur ce plateau. Donc, président du Front commun des SDF, Arnaud Van Praat, président du CPS d'Etterbeek. Demain, on parlera de complètement autre chose. On parlera du réaménagement de la place du Châtelain à XL. Débat entre Yannick Piquet, échevin et travaux publics, et Gauthier Callom, élu de l'opposition. Et puis, bien sûr, notre rendez-vous demain matin, notre matinale Bonjour Bruxelles, entre 7h et 9h. Continuez à bien vous informer et à demain.